Merci de votre fidélité. 20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est dans un instant. Pas de pacte social sans une implication inclusive de tous les syndicats d'enseignants. C'est l'avis du secrétaire général du CELS, Hamidou Diédhiou, déplore la mise en œuvre de négociations excluant totalement les syndicats de l'éducation. Vous l'entendrez dans ce journal. L'abroration de la loi d'amnistie et l'application stricte de la loi pénale, c'est la volonté d'Abdou Goudiaby, dont le fils a péri lors des manifestations préélectorales. Pour ce père de famille, impossible de pardonner sans situer les responsabilités au préalable. Lancement de la campagne de récolte de la pomme de terre à Saint-Louis, un lancement qui s'est fait en présence du ministre de l'Agriculture. Mabouba Diagne a rencontré les producteurs d'oignons. Ces derniers, en colère, ont condamné l'autorisation de l'importation de l'oignon la saison dernière alors que leur stock n'était pas encore épuisé. Ils demandent aux autorités de ne pas reconduire la même erreur cette année. Pour sa première participation aux Jeux mondiaux d'hiver à Turin, l'équipe nationale de danse spéciale Olympics rafle 2 médailles, une en bronze et une en argent. Pour l'entraîneur de l'équipe, cette performance est le fruit d'un mental à toute épreuve. Voilà pour les titres de développement, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Un journal que nous ouvrons tout de suite avec ce cas de noyade à Sefa. C'est dans le département de Djendé. Il s'agit d'un élève de 17 ans. Il s'appelait Mamadou Lamine Dité. Il était élève en classe de 4e au collège de Djendé. Informé, la gendarmerie et les sapeurs-pompiers se sont déplacés sur les lieux. Le corps sans vie du jeune garçon est actuellement à la morgue de l'hôpital régional Amadou Tidiane Ba de Sédhiou. L'information est de notre correspondant sur place, Bakary Conté. Je vous l'annonçais en titre. Le syndicat des enseignants libres du Sénégal, le CELS, s'est dit surpris et indigné qu'un agenda de négociation entre le gouvernement et les centrales syndicales soit établi sans tenir en compte les préoccupations urgentes et persistantes des syndicats de l'éducation. Le CELS se rappelle que depuis l'arrivée du nouveau régime, les syndicats d'enseignants ont toujours souhaité, sans le réussir, rencontrer les ministres concernés par les clauses du protocole d'accord de février 2022. Et selon le secrétaire général Hamidou Diédhiou, travailler sur un pacte social sans les syndicats d'enseignants, c'est un manque de respect notoire qu'ils ne laisseront pas passer. Je vous propose de l'écouter au micro de Al-Hassan Ba. Nous avons appris avec surprise et indignation que le gouvernement du Sénégal, avec les centrales syndicales, ont établi un agenda de négociation. Je dois rappeler que ces négociations devront faire suite à la rencontre du 27 février dernier, durant laquelle il a été lancé un appel devant nous amener, nous, syndicats de l'éducation et de la formation, syndicats du pays globalement, et le gouvernement du Sénégal à un pacte de stabilité sociale. Je rappelle également qu'en tant que syndicat de l'éducation nationale, depuis l'installation de ce nouveau gouvernement, nous attendons de rencontrer les ministres, en tout cas fondamentalement le ministère de l'urbanisme sur la question des parcelles, le ministère du travail sur la question des cotisations sociales, mais et tant d'autres aspects. À ce jour, nous attendons, et nous l'avons rappelé la fois dernière à la rencontre avec le Premier ministre, que les syndicats d'enseignants attendent d'abord et en premier la résolution dans les meilleurs délais, la signature des décrets modifiés relativement à la question des décisionnaires. Travailler à la mise en place, à la construction d'un pacte social sans les syndicats d'enseignants, travailler à une stabilité du secteur sans que nous nous soyons impliqués, mais complètement par rapport à ce processus. Nous constatons un manque de respect, un manque de considération et que de ce point de vue, nous ne serons pas comptables de ce pacte social-là. La polémique autour de l'abrogation totale ou partielle de la loi d'amnistie fait réagir le père d'une victime décédée en 2022 lors des manifestations préélectorales. Abdou Goudiaby, dont le fils était taximan, avoue qu'il ne pardonne pas. Il réclame l'abrogation de la loi d'amnistie et l'application stricte de la loi pénale pour punir les fautifs. Boubacar Diassi, Lamine Mandjan l'ont rencontré. Reportage. Le débat sur la loi d'interprétation de la loi d'amnistie de 2024 fait réagir le papa d'une des victimes. Le conducteur de taxi Idrissa Goudiaby était en effet décédé le 26 juin 2022.
Je dis louange à Allah parce que lorsque Idrissa vivait, il remplissait correctement ses devoirs de fils à mon égard. Il était conducteur de taxi, mais à chaque fois qu'il revenait du travail, il me donnait ce qu'il fallait pour la dépense quotidienne. Le papa d'Idrissa Goudiaby exige la poursuite de tous les fautifs, leur jugement, mais aussi leur punition pénale. Car selon lui, leurs fautes sont impardonnables. Le souhait de tout notable de mon âge est d'être rappelé à Dieu avant son enfant. Mais ce n'est pas le contraire que l'on souhaite. Et c'est cela qui est arrivé à mon fils. Il faut que tous les fautifs soient recherchés, jugés et condamnés tel que la loi l'a prévu. Franchement, on ne pardonne pas. Les coupables doivent payer. Pour lui, son fils tué à quelques encablures de chez lui était tombé à 6 mois seulement d'un voyage à l'extérieur. Parlons de ce litige foncier à présent. Le collectif des riverains et sportifs du stade municipal de Hann et l'Institut de technologie alimentaire, l'ITEA, qui se disputent un terrain de 1500 mètres carrés. Le collectif dénonce des violations flagrantes de l'ITEA et rappelle que cet espace est réservé et sert de parking aux sportifs qui fréquentent le stade. Après une rencontre avec les autorités administratives, le collectif a fait face à la presse pour demander l'arbitrage du chef de l'État ou à tout le moins du Premier ministre Ousmane Sonko. Nous écoutons tout de suite Mamadou Ndione, membre du collectif et chargé de la communication, qui nous en dit plus au micro de Al-Hassan Ba et Modou Diop. On a un foncier de 1500 mètres carrés qui se trouve devant le stade de Hann, qui était destiné au parking du stade pour des raisons de sécurité et de normes. Vous savez tous combien les normes de sécurité sont importants pour un stade, pour pouvoir accueillir des matchs de haut niveau et des compétitions. Ce stade accueille plus de 2000 matchs par an. On a 3 zones dans ce stade. Le problème, c'est que la zone qui était réservée au parking du stade de Hann est en train d'être occupée par ITEA, qui érige un bâtiment pour un incubateur. Ils ont un titre foncier dont l'autorisation de construire n'a pas été délivrée par le maire de Hann Bel-Air, M. Babacar Meng, ni par la sous-préfecture qui nous a reçus aujourd'hui à 10 h dans son bureau. Ils ont un titre foncier, on a un titre foncier. C'est l'État qui les a donnés, c'est l'État qui nous a aussi donné notre titre foncier. Et notre titre foncier est plus légal et plus légitime parce que le titre foncier et leur bâtiment ne respectent aucune norme. Le code de l'urbanisme, aucune étude d'impact environnemental n'a été faite jusqu'à présent. Tout ce qui est aux alentours du stade a trouvé ce stade ici. Le stade a été ici depuis 1990. On demande au chef du gouvernement, M. Ousmane Sonko, au président de la République de venir en aide à la communauté de Hann Bel-Air. Nous réclamons notre espace qui doit servir de parking. Et nous restons toujours dans le domaine du foncier pour parler cette fois-ci des artisans de la commune de Jaxaay Parcelles qui sont en colère contre la SNHLM et pour cause, ils accusent la société d'avoir vendu le foncier de leur zone artisanale estimée à 3500 mètres carrés à des particuliers qui y ont d'ailleurs entamé des constructions. Ces artisans annoncent une plainte contre la Société nationale de logement et demandent aux autorités de leur restituer leur foncier. Aminata Ba et Ousmane Baldé. Cette réserve foncière de 3500 mètres carrés qui devrait servir de marché artisanal est morcelée et transformée en habitation. Les artisans de la commune de Jaxaay Parcelles Assainies, très en colère, accusent la SNHLM d'avoir vendu illégalement leurs parcelles. Qui sont derrière nous en train de travailler et cette zone a été dédiée pour les artisans de la commune de Jaxaay. C'est un équipement que personne n'a le droit de vendre. Et à notre grande surprise, nous avons remarqué que la SNHLM a vendu notre zone artisanale. Ce qui n'est pas du tout normal. 3500 mètres carrés. Titre foncier 2881. La SNHLM a morcelé ça, 18 parcelles, y compris le poste de courant. Ces artisans basés à Jaxaay comptent ainsi traduire la SNHLM devant les juridictions. D'ailleurs, on a prévu d'engager un avocat pour poursuivre la SNHLM. Nous allons engager un avocat pour porter plainte la SNHLM. Abus de confiance. Ces acteurs du secteur informel vont plus loin. Ils appellent les autorités à corriger ce qu'ils considèrent comme une injustice. Ousmane Sonko, le ministre de l'Urbanisme et des collectivités territoriales, à l'occurrence Balla Moussa Fofana, le directeur général de la SNHLM, M. Bassirou Kébé, c'est à lui de réparer cette injustice. Les gens qui ont vendu notre zone artisanale, ils n'ont pas ce droit, ils n'ont qu'à répondre devant la justice. Nous détenons
des permis d'occuper signés par l'ancien directeur général Mamadou Sy Meng. La construction d'un village artisanal, d'un centre de formation professionnelle dédié aux artisans du département de Keur Massar, ce sont entre autres les réclamations de ces artisans de la commune de Jaxaay Parcelles Assainies sur le terrain de la zone artisanale. Allez, parlons environnement à présent avec l'organisation Zéro Déchet Sénégal qui vient de lancer le programme Écofusion. Les associations œuvrant pour la préservation de l'environnement ainsi que la lutte contre les changements climatiques ont décidé de prendre en main le combat contre les pollutions. Différentes actions prévues visant à pousser les autorités à voter des lois, mais aussi à sensibiliser les populations afin d'adopter les bonnes pratiques. Nous écoutons tout de suite Momar Babi, coordonnateur de l'association Zéro Déchet Sénégal. Il nous parle au micro de Al-Hassan Ba. Ce qui rend le projet spécial, c'est que c'est une initiative mise en place par des jeunes, pour des jeunes, et l'objectif est de se former afin que la relève soit prête à pouvoir prendre ses responsabilités. Dans le choix des associations, nous sommes assurés du facteur de diversité. Donc il y en a qui vont être dans l'environnement marin, dans l'environnement côtier, dans la protection de la faune et de la flore, dans l'art également pour pouvoir sensibiliser. Et également, nous avons pris en compte le critère de différenciation des localités. Donc on a Ngor, on a Yoff, on a le point E. Donc on a vraiment fait en sorte que Dakar soit représenté dans sa globalité. Le projet est sur 2 ans. Chaque année, nous allons accueillir une cohorte de 10 associations et l'année qui suivra également 10 associations. Et le but, c'est vraiment de créer un réseau fort afin que chaque association reconnaisse une association sœur dans des événements, également pour des soutiens en cas de formation, etc. Et vous avez sans doute dû rectifier par vous-même, il s'agissait là plutôt d'Hélène Passy, chef de projet Écofusion Sénégal, qui nous parlait donc de l'organisation Zéro Déchet Sénégal qui venait de lancer le programme Écofusion. On poursuit ce journal avec cette innovation de SOS Consommateurs. Il s'agit d'une plateforme dénommée Yolé. L'objectif est de permettre aux consommateurs d'effectuer son contrôle citoyen par la dénonciation des abus dans la pratique des prix sur le marché. Plus de détails avec le docteur Momar Fall, il est le vice-président de SOS Consommateurs et ses propos sont recueillis par Amadou Ba. Il est composé de 3 composantes. D'abord le site internet avec un QR code que vous pouvez voir tout à l'heure, vous pourriez accéder au site internet. À partir de ça, vous pouvez accéder à la plateforme qui s'appelle Guichet d'assistance aux consommateurs, afin que tous les consommateurs qui sont au Sénégal puissent accéder aux informations et surtout effectuer leur devoir de contrôle citoyen. Et pour cela, à partir du site internet, vous pouvez vous inscrire, vous allez avoir accès à l'application qui s'appelle Yolé, qui est juste un moyen à tout consommateur d'avoir le pouvoir de dénoncer tout abus. Mais cette dénonciation-là aussi, elle n'est pas juste négative, c'est dans le but d'améliorer. Et en dénonçant ces informations-là, je suis par exemple en Casamance, dans un village, je fais face à quelque chose, avec mon téléphone, je prends une photo, j'envoie, derrière l'association qui est là est outillée pour après défendre les consommateurs. Donc voilà en résumé. Il est protégé, celui qui dénonce? Il est protégé parce que la dénonciation, elle est anonyme pour l'instant. Effectivement, ensuite il y a la protection des données personnelles et tout ça. Maintenant, la dénonciation effectivement est régie par la loi, effectivement. Il y a les lanceurs d'alerte et tout qui va venir. Mais actuellement, nous permettons à qui que ce soit d'envoyer une information à SOS Consommateurs. Maintenant, nous derrière, avec les juristes que nous avons, la structure que nous avons, les avocats, on va faire le nécessaire. Et nous restons dans le registre de la consommation pour parler cette fois-ci du lancement de la campagne de récolte de la pomme de terre. Une campagne qui s'est ouverte à Saint-Louis en présence du ministre de l'Agriculture. Cette année, la production a atteint 120 000 tonnes. Une assurance pour une autosuffisance en pommes de terre dans notre pays, selon le président du conseil d'administration de Swami Agri. Il se nomme Souleymane Ndoye et nous l'écoutons au micro de Ousseynou Diop et Habib Seck. D'inaugurer officiellement la chambre froide multifonctionnelle de Mbane et de lancer la campagne de récolte de la pomme de terre pour l'année 2025. En effet, de 5 000 tonnes en 2011, notre production de pommes de terre est passée à 120 000 tonnes en 2025.
avec une ambition d'atteindre les 150 000 tonnes pour la campagne 2026. Et pour la filière oignon, nous sommes passés de 15 000 tonnes en 2021 à 30 000 tonnes en 2025 avec une projection de 50 000 tonnes pour 2026. Ces chiffres sont la résultante d'importants investissements qui tournent autour de 95 milliards et concernent spécifiquement les aménagements, les matériels agricoles, le laboratoire, les chambres froides ainsi que la centrale solaire de 10 MW. Ce coût important a permis aujourd'hui de créer près de 3500 emplois permanents, saisonniers et journaliers dans la commune de Mbane et ses environs, et même de l'intérieur du Sénégal. Le lancement de cette campagne s'est effectué en présence du ministre de l'Agriculture. Dr Mabouba Diagne a rencontré les producteurs d'oignons de la vallée du fleuve Sénégal. Parmi ces derniers, Biran Ndoye, un producteur qui n'a pas été tendre avec les nouvelles autorités, et pour cause, il ne peut comprendre l'ouverture du marché et l'autorisation de l'importation de l'oignon lors de la dernière campagne, alors que dans les magasins des producteurs, il y avait encore plus de 70 000 tonnes d'oignons en souffrance. Il met en garde les nouvelles autorités qui ont fait perdre, selon lui, aux producteurs locaux plus de 600 millions de francs CFA l'année dernière. Il a tenu ses propos devant le ministre de l'Agriculture et lui demande de ne pas reproduire la même erreur cette année. Nous l'écoutons toujours au micro d'Ousseynou Diop et Habib Sek. Mais il y a un problème, parce que l'année passée, Monsieur le ministre, les producteurs d'oignons ont un problème très sérieux. L'année dernière, l'importation de l'oignon a été autorisée au moment où les producteurs avaient un important stock dans les magasins. Ce n'est pas normal. Les nouvelles autorités doivent accompagner les producteurs locaux, surtout ceux qui sont dans la région de Saint-Louis. Rien que cet acte nous a fait perdre plus de 600 millions de francs CFA. De mars à juin, les nouvelles autorités avaient autorisé l'importation. C'est vraiment un acte qui freine le développement du pays. Le président Bassirou Diomaye Faye et le premier ministre Ousmane Sonko veulent lutter contre le chômage. Et si on continue comme ça, beaucoup de producteurs vont rencontrer des difficultés. Donc on doit penser aux producteurs d'oignons qui emploient des milliers de personnes au détriment d'une seule famille qui prend en otage les Sénégalais. Importateur, papa ya dom jabar 10 personnes. Vous nous yel mesure du ubi soble. Wala ñuy ubi pompiteer war nañu baye. La page des sports à présent avec le portrait d'Alassane Diao, le jeune attaquant de 19 ans convoqué à l'équipe nationale du Sénégal. Il est de la même région que Sadio Mané, naturellement, la région de Sédhiou. Hassan est né à Nongan, dans la commune de Inor, dans le département de Bunkiling. La TFM s'est rendue dans son village natal à Nongan et a rencontré des membres de sa famille. Le jeune attaquant sénégalais a quitté ce village. Il avait seulement 3 ans. C'est en 2020 qu'il y est revenu pour y passer 2 mois de vacances. Et Bakary Conté nous en dit beaucoup plus sur son parcours. Regardez. Qu'est né Hassan Diao, attaquant de Comont à la Serie A Italia, Ndongan, un petit village situé dans la commune de Inor, à 7 km de la RN4. Sur place, nous avons rencontré son oncle Sidou Tako Diao, qui avance qu'Hassan a été formé à Badagos, une province espagnole située à 6 km du Portugal, avant de rejoindre Flecha Negra, Cadiz, le Real Betis et enfin, il rejoint en décembre Comont à la Serie A. Il est né en 2005. C'est à l'âge de 3 ans qu'il a été quitté ici au Sénégal. Donc ils ont quitté ici en 2008 pour aller en Espagne avec sa famille, avec sa maman. En ce moment, son papa était là-bas. Moi-même, personnellement, j'étais là-bas. Contrairement à certaines informations, sa famille a toujours voulu qu'il joue avec l'équipe nationale du Sénégal. Si les gens ici au Sénégal disent que son papa ne veut pas, personnellement, c'est lui-même qui m'a dit que tonton Diao, Seydou, moi, si l'occasion me présente, à partir de 22 ans, l'équipe U20, je serai avec l'équipe nationale du Sénégal. Son papa, il était complètement d'accord qu'il joue avec le Sénégal. Aujourd'hui, Tundongan prie pour son fils. Je lui souhaite une très bonne carrière avec beaucoup de succès. Donc, on le souhaite que Dieu lui protège des blessures. Son idole est Sadio Mané. Le maire de Inor, Keba Traoré, se dit très satisfait. C'est un honneur pour nous, vraiment, de voir notre fils, notre neveu, notre frère, convoqué à l'équipe nationale. Hassan disait que son idole, c'était Sadio Mané. Et si aujourd'hui, Dieu a fait que Hassan a eu la chance de jouer dans la même équipe que son idole, ça c'est un plaisir.
Le chef de village, Aliou Diao, son oncle, demande à Sadio de soutenir son frère. Je suis le grand frère de son papa. Je demande à Sadio Mané, puisqu'ils sont de la même région, qu'il protège son jeune frère. Dans cette famille Diao, un autre joueur, Ousseinou, le frère jumeau de Hassan qui joue au Real Betis. Ousseinou, oui, lui aussi, il joue au Real Betis actuellement. C'est après le départ de Hassan de Cadiz que Cadiz a pris la décision de le remplacer avec Oussey. Ndongane, habité par des Peuls Torodo dans la commune de Inor, prie pour que son fils puisse encore briller jusqu'au plus haut sommet. Pour sa première participation aux Jeux mondiaux d'hiver à Turin, en Italie, du 8 au 15 mars, l'équipe nationale de danse sportive spéciale Olympics ne rentre pas bredouille. Elle a remporté 2 médailles, une en argent et une en bronze. Et pour l'entraîneur de l'équipe Zaza, eh bien, cette performance est tout simplement le fruit d'un mental à toute épreuve. Nous l'écoutons. Et là, quand vous voyez, là on est très heureux, comme on dit, parce qu'on vient juste de remporter 2 médailles pour le Sénégal, médaille de bronze et médaille d'argent. Alhamdulillah, comme on dit. Vraiment, nous sommes très fiers de nous sommes très fiers des athlètes et nous sommes très fiers des encadreurs et les accompagnateurs et toute la délégation. Nous sommes très, très froids quand même. Il y a beaucoup de changements, mais quand même, on a su garder le mental et garder le niveau comme d'habitude et gérer bien avec le mental et tout ça. Et ça nous a amené à gagner 2 médailles, Inch'Allah. Allez, on retrouve le football cette fois-ci pour vous donner les résultats de la 18e journée de Ligue 1. Début de la 18e journée donc ce samedi avec 2 nuls vierges enregistrés. Le leader US Gorée ramène un point de son déplacement à Thiès en tenant en échec Walidan. Dakar Sacré-Cœur est pour sa part contraint au nul par Teungueth FC. Une journée qui se poursuit ce dimanche avec 4 rencontres au programme dont Génération Foot, Casa Sport et Jaraaf Linguère. Voilà qui met fin à ce journal que je suis ravie de vous avoir présenté. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales un peu plus tard dans la soirée. Comme d'habitude, quartier général spécial Cheikh Ahmadou Bamba. Ce soir, excellente suite de programme en notre compagnie. Quant à moi, je vous retrouve demain avec grand plaisir.